Bonjour à toutes et à tous. À toutes, j'insiste, bien que vous soyez moins nombreuses, puisque dans la sollicitation de Patrick, il m'a été demandé d'évoquer le cas des athlètes féminines, des adolescentes. En tout cas, le mandat, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de réfléchir au fonctionnement de l'adolescent sportif bien sûr, et l'adolescent en général. Quelles sont ses particularités, je les rappellerai du point de vue psychologique, et à partir de ces particularités, essayer de voir avec vous, j'imagine que parmi vous il y a une majorité d'entraîneurs, mais sans doute aussi y a-t-il des cadres ou des dirigeants. Essayer de dégager des pistes de réflexion, des préconisations, des recommandations. Je remercie beaucoup Patrick, les responsables de la Ligue ou de la Fédération d'avoir convié à cette action par cette belle journée printanière. C'est un grand plaisir pour moi. C'est aussi quelque part un cadeau empoisonné au sens où je voudrais vous dire que le psychologue du sport, moi j'appartiens à la famille des psychologues du sport, je travaille en STAPS, mais j'ai beaucoup traîné sur les terrains avec les équipes. Les psychologues du sport se sont bien gardés de réfléchir aux attitudes de l'adolescent et à les mettre en relation avec le travail de l'entraîneur. C'est quasiment un point aveugle de la littérature des travaux en psychologie du sport, ce qui rend ma contribution aujourd'hui un peu plus délicate. Le sous-thème qui m'a été confié par Patrick, c'est d'évoquer la participation féminine et la spécificité féminine dans cette affaire-là. C'est un thème encore plus clandestin en psychologie du sport. Que ce soit dans les formations d'entraîneurs jeunesse et sport ou dans les formations STAPS. Donc il n'y a pas grand-chose. J'ai quand même trouvé, pour préparer cette intervention, un texte anglais intéressant, avec beaucoup d'interviews d'athlètes, femmes, sur leur relation à leur entraîneur. Et je puiserai un petit peu dans cet article en cours de route. Donc voilà, moi je travaille dans cette maison, donc je suis professeur d'université, je suis psychologue du sport depuis un certain nombre d'années. Alors, j'ai envie, sans vous faire injure évidemment, de rappeler quelques points sensibles chez l'adolescent. À ma manière à moi, c'est-à-dire d'un point de vue psychologique, essayer de vous rappeler quelles sont les particularités. On dit trop souvent les difficultés, les attitudes de crise. On va évoquer les choses plus comme des particularités qui sont celles de l'adolescent sportif et qui donc vont potentiellement embarrasser l'entraîneur ou le mettre en difficulté. Alors chez l'adolescent, il y a un premier point qui est très classique, c'est les préoccupations et enjeux identitaires. L'adolescent, c'est quelqu'un qui cherche qui il est et qui il va devenir. Et de deux points de vue, si vous voulez. Le premier point de vue, c'est l'affirmation de soi. Qui je suis, ça veut dire est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que j'existe, est-ce que on me considère. Donc c'est un point de vue d'affirmation de soi. Et le deuxième point de vue, c'est un point de vue de distinction. C'est-à-dire que bien sûr, exister, s'affirmer, c'est se différencier de l'autre. Donc on a cette double problématique au niveau identitaire d'affirmation et de distinction. Alors on dit toujours que c'est une période de crise identitaire, ça veut dire que l'adolescent il va explorer, il va essayer de faire émerger cette identité. Ça va se traduire par des éléments, des attitudes un peu de rupture, de recherche, d'exploration. Au fond de lui-même, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse angoisse sur sa valeur, il y a une grosse angoisse sur l'authenticité de soi,
il y a bien sûr en toile de fond, et j'imagine que d'autres intervenants de cet après-midi l'évoqueront aussi, il y a une angoisse sur le corps, les transformations du corps, la sexuation du corps, la forme du corps, l'image du corps et tout ce que vous voulez dans ce registre-là. En fait, l'adolescent, c'est quelqu'un qui veut construire une représentation cohérente de lui-même. Et il veut s'inscrire dans la continuité et quelque part dans l'avenir. Alors ça va être beaucoup plus compliqué que quand il était enfant, parce que quand il était enfant, il était bien sûr cadré quelque part, un peu limité dans ses possibilités d'identification. Donc il va s'émanciper de cette tutelle pour essayer d'émerger en tant que tel. Il va mener une intense réflexion sur qui il est dans cette société. Et il va commencer aussi une réflexion, je ne sais pas si vous l'avez perçu ça, il va commencer une réflexion, comment dire, discriminante par rapport à l'environnement. Alors notamment c'est dans cette période où par exemple les adolescents sportifs commencent à comparer les éducateurs qu'ils ont eus et commencent à se dire ah bah celui-là je l'aime plus, celui-là je l'aime moins, celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait le processus identitaire personnel va se traduire par une possibilité d'avoir un point de vue critique sur les personnes qui l'accompagnent, les personnes qui l'aident. Alors qu'auparavant, ce n'était absolument pas le cas. Alors tout ça, c'est très diffus. Vous avez positionné ce stage dans la catégorie minime, donc 14-15 ans dans votre catégorisation. Moi, je déborde un peu, mais au jour d'aujourd'hui, la période 14-15 ans, c'est la période où l'adolescence est bien engagée, voire la période où elle est la plus affirmée. Le deuxième point, c'est celui de la socialisation de l'adolescent. Là, il y a une vraie mutation, bien sûr, puisque la socialisation qui était à dominante familiale auparavant ou parafamiliale, c'est une socialisation qui va se reporter sur le groupe de pairs, c'est-à-dire de jeunes du même âge. Ça, c'est quelque chose de très connu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande importance pour l'adolescent des interactions sociales avec ses égaux, avec ceux qui sont dans sa tranche d'âge. Et aussi, ce qui caractérise cette socialisation, c'est qu'il va beaucoup expérimenter. Alors il va expérimenter, ça veut dire qu'il va se dégager de l'influence parentale pour tenter de trouver des registres de communication, tester des modalités d'interaction avec les autres. Alors évidemment, ça peut produire des débordements. Ce qui est caractéristique de cette époque, c'est que l'adolescent il est attiré par les groupes informels. Les groupes informels, c'est les groupes où il a choisi lui d'être, et pas forcément ceux que l'institution lui donne comme groupe d'appartenance. Alors pour ce qui vous concerne vous, ça veut dire que il est dans un groupe, une catégorie d'âge en athlée, il aime plutôt bien, mais c'est quand même un groupe formel, c'est un groupe dont il n'a pas choisi dans lequel il n'a pas choisi complètement de s'immerger. Alors il va nouer des relations très, très fournies avec les autres athlètes, bien sûr, mais il va aussi frayer, flirter avec des groupes qui sont informels, au sens où c'est des groupes de passage, des groupes où il a rencontré des gens qui lui sont sympathiques. Il va expérimenter là des choses socialement. Quelquefois, vous pourriez, en tant qu'entraîneur, être choqué de ça parce que les valeurs qui sont dans ces groupes informels que l'adolescent va fréquenter ne sont pas forcément les valeurs sportives et coubertiniennes classiques. Et ça peut très bien être ces groupes avec des valeurs que vous, qu'en tant qu'entraîneur, vous récusez ou vous n'appréciez pas complètement. Mais lui, il a besoin. Lui, il a besoin. En tout état de cause, vous perdez à cette époque un petit peu de votre crédit, forcément, en tant qu'entraîneur, parce que le groupe de pairs, l'avis du groupe de pairs, la reconnaissance par le groupe de pairs, les interactions avec le groupe de pairs, c'est beaucoup plus important que ce que vous pouvez dire, et évidemment, c'est beaucoup plus important que ce que les parents peuvent dire. Donc là, il y a aussi des possibilités de décalage, de sources d'influence multiples. Mais par exemple, le groupe de pairs, c'est celui qui donne à l'adolescent
fournit à l'adolescent des repères sur, par exemple, la gestion de l'agressivité, la gestion des émotions. C'est bien plus le groupe de pairs que votre influence ou celle des parents qui est déterminante à cette époque-là. Le troisième point, vous le connaissez malheureusement, vous savez bien qu'il y a une déflation, une diminution des effectifs de licenciés dans la catégorie d'âge qui correspond à l'adolescence. Il y a des mouvements parce que les motivations sont instables, parce qu'il y a un besoin d'expériences nouvelles, parce qu'il y a des tentations nouvelles qui vont faire que la motivation ne va pas avoir cette relative linéarité qu'elle a chez le jeune. Hein. Alors notamment, ce qui se passe avec la motivation à cette époque-là, c'est que la composante affiliation est plus importante, c'est-à-dire la composante affective. C'est la composante affective qui peut animer ou susciter chez l'adolescent une participation, un engagement. Là où il va mettre de l'énergie, c'est parce qu'il se sent bien. C'est pas forcément là où il est compétent, c'est là où il se sent bien. Alors là où il se sent bien, il peut être victime d'illusions, bien sûr. Ça peut ne pas durer, mais c'est là où il va s'investir le plus. Et vous, entraîneur, vous allez être confronté dans cette tranche d'âge à une grande variabilité de la motivation, contre laquelle vous avez finalement assez peu d'armes. Il faut que les choses se fassent. C'est dans le partage, c'est dans la fluidité des échanges à droite à gauche que l'adolescent essaie là aussi de se construire. Et puis du point de vue motivation, il y a une autre caractéristique que je reprendrai, c'est que l'adolescent est très tourné vers l'ego. Enfin, les psychologues parlent de but d'accomplissement de l'ego. Ça veut dire très clairement, et j'y reviendrai tout à l'heure, que l'adolescent, ça va être un peu plus important pour lui de se comparer socialement que de bien faire. Ça veut dire qu'il va essayer d'afficher des résultats, d'afficher une supériorité, plutôt que de bien faire les choses, bien faire des gammes, bien faire des exercices de base, bien faire des routines. Parce que les routines, c'est pas très valorisant, les exercices de base, c'est pas très valorisant. Donc il va tenter de se mettre en valeur, de se montrer plutôt dans la comparaison sociale, c'est-à-dire en flambant un petit peu sur des choses spectaculaires, davantage qu'en travaillant ce que vous pourriez appeler les exercices fonciers ou basiques. De ce point de vue-là, on verra tout à l'heure, il y a des différences entre les garçons et les filles qui sont assez classiques, on les reprendra. La logique, c'est que là où vous vous attendez de la maîtrise, notamment dans cette tranche d'âge, l'adolescent attend plus de la valorisation. Il attend plus que l'ego soit flatté, si vous voulez, c'est-à-dire que quelque part il puisse briller par rapport aux autres, et ça, ce n'est pas toujours ce que vous attendez dans cette période de formation. Encore 2 points là-dessus, puis on en viendra aux préconisations et aux recommandations. Le rapport à l'autorité, vous savez que le rapport à l'autorité, il est extrêmement délicat dans cette période, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, avec à la fois, il y a une très grande ambivalence, vis-à-vis des parents, bien sûr, mais vis-à-vis des éducateurs sportifs aussi. Cette très grande ambivalence, c'est qu'à la fois, l'adolescent a besoin d'un cadre, il a besoin de repères, parce qu'il est un peu paumé, et en même temps, il a un grand besoin de contester, de transgresser, de mettre des petits coups de canif dans l'ordre établi. Et ça, vous pouvez le prendre en pleine gueule, éventuellement, de temps à autre. La relation de l'adolescent à l'autorité, c'est probablement ce qui déroute le plus les adultes, parce qu'on a du mal à y retrouver ses petits. Hein. Par rapport à cette autorité, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, il y a aussi un côté paradoxal, c'est que l'adolescent, même s'il conteste l'autorité, va exprimer une très forte demande d'écoute, d'empathie, d'assistance, d'individualisation, c'est-à-dire qu'à la fois il peut cracher à certains moments sur la figure d'autorité et en même temps venir se pelotonner contre elle pour lui raconter ses petits malheurs. Hein. C'est très particulier en fait, et c'est vrai que c'est difficile en tant qu'éducateur
se contrôler dans ces situations, parce qu'on a bien du mal à savoir à quel moment ça va être contestataire et à quel moment ça va être affectueux. En tout cas, il y a un très fort besoin de reconnaissance par l'adulte, mais ce besoin de reconnaissance peut être masqué par la contestation. C'est ça qui rend les choses difficiles. Et puis les préoccupations corporelles, bien sûr. Alors, c'est une toile de fond, parce que bien sûr, l'adolescence est déterminée par l'évolution pubertaire et par les transformations corporelles. On peut considérer que les processus psychologiques sont secondaires, même s'ils sont importants à cette évolution de la maturation. Du point de vue des sportifs, ça peut se traduire par plein de difficultés aussi pour vous, notamment des perceptions très particulières au niveau de l'image du corps, qu'on peut mettre en relation avec ce que vous pouvez attendre, par exemple, en termes de renforcement musculaire, en termes de type d'effort qui va coïncider ou pas avec ce que le sujet veut montrer ou vivre de son corps à ce moment-là, et notamment cette problématique peut être un peu plus vive chez les filles, bien sûr. On y reviendra un tout petit peu aussi. En tout cas, il peut y avoir du point de vue des préoccupations corporelles, au sens large, ça veut dire esthétique, hein, au sens du corps montré, mais aussi du corps vécu. Il peut y avoir des distorsions extrêmement fortes, c'est assez classique, et vous pouvez le retrouver même sur le terrain d'entraînement, parce que l'adolescent est quelqu'un qui importe les choses là où il vit, et notamment sur le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement n'est pas du tout un lieu protégé par rapport à la problématique de l'adolescence, c'est peut-être même un lieu où vont s'exprimer très fort les points sensibles en question. Sans vous gaver, permettez-moi de vous donner deux, trois toutes petites définitions. Je précise d'ailleurs que si vous le souhaitez, mon diaporama peut très bien vous être diffusé, il n'y a aucun problème. Alors, une jolie définition de Pierre Pape: s'affirmer aux yeux des autres va permettre petit à petit de se réaliser, de se personnaliser, de se connaître, de s'accepter. Là, c'est un dictionnaire de psychologie, c'est un peu plus barbare. Phase de reconstruction affective et intellectuelle, processus d'individuation et de métabolisation des transformations physiques liées au corps sexué. J'aime bien cette définition parce qu'elle est plurielle, au sens où on fait référence aux choses corporelles et aussi aux choses psychologiques. Je ne vais pas demander si c'était bien lisible, mais j'ai l'impression que oui. Et puis ça, c'est une formulation qui m'est venue comme ça, qui n'a rien de génial. L'adolescence, c'est celui qui veut passer du « qui suis-je » à « que vais-je devenir ». Donc cette période de transition, cette période charnière, c'est une période de construction et de mise en perspective de ce qu'on voudrait, de ce qu'on pourrait devenir, bien sûr, dans la phase adulte. Ça va, je vous ai pas trop gavé avec ça? J'essaie de faire avec le temps imparti. Je vais être beaucoup plus concret maintenant. Et puis ça pourra faire l'objet de questions, de discussions à la table ronde, je ne sais pas. Je vais vous proposer quelques préconisations et quelques réflexions sur les filles, pour finir. Il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Alors, quelques préconisations pour l'entraîneur. Moi, j'ai essayé de réfléchir à la posture de l'entraîneur, à la demande de Patrick. Une préconisation, c'est avec l'adolescent sportif, même s'il est très talentueux et que vous sentez qu'il va aller dans la filière de haut niveau, qu'il a un avenir sportif intéressant. Préconisation d'élargir les échanges, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'évoquer avec lui des préoccupations liées à la carrière sportive, à la participation sportive, mais d'aller vers la prise en compte des facteurs individuels de sa vie d'adolescent. Par exemple, ses études, par exemple ses attachements, ses loisirs, élargir, le considérer en tant que personne et pas seulement en tant qu'athlète. Il y est extrêmement sensible. Il en a besoin, d'ailleurs il le demande, cette demande n'est pas toujours identifiée.
Bien sûr, il faut, avec l'adolescent plus qu'avec tout entraîné, être attentif à ses réalisations, à ses progrès, à ses efforts. Parce qu'il est très vite frustré si ce n'est pas le cas. Dans la mesure où il a besoin de s'affirmer, si vous ne reconnaissez pas ses efforts, il a l'impression que vous vous en foutez. Alors, une chose qu'on trouve notamment dans ces interviews que j'ai évoquées, c'est que les adolescents n'aiment pas que, par exemple, on évoque la concurrence, les partenaires ou les adversaires comme des modèles ou des références. Vous voyez, l'adolescent aime bien qu'on lui parle de lui, mais dès l'instant où on lui dit « T'as vu un tel, comment il fait c'est un peu mieux, tu pourrais t'inspirer » ou « T'as vu dimanche ton adversaire, comment il a fait ?» et bien ça il n'aime pas. Et c'est plutôt pour lui une marque d'infériorisation, si vous voulez. Alors que pour vous, ça peut être l'occasion de donner une image de référence. Mais lui, il n'aime pas bien. Une chose qui est difficile, je pense, pour l'entraîneur, c'est d'accepter, voire de soutenir toutes les manifestations d'affiliation au sein du groupe, c'est-à-dire tous les rituels d'adolescents un peu bébêtes, des fois, qui nous exaspèrent un peu, qui créent de la dispersion dans le fonctionnement du travail. Et donc accepter, soutenir toutes ces manifestations d'affiliation au sein du groupe, et d'accepter, voire de soutenir, voire de proposer éventuellement des moments dérivatifs ou conviviaux. Si je m'implique un peu plus à titre personnel sur ce que je vais dire maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre d'adolescents qui fuient des groupes de travail, qui fuient des sports, qui vont faire autre chose, parce que les entraîneurs sont trop austères et leur imposent une discipline trop austère, sans moment de respiration, sans moment de convivialité, sans moment d'échappement, de délire, de choses comme ça. Il faut tolérer ces moments-là, l'adolescent en a besoin, et un entraîneur adroit, c'est probablement celui qui même va instiller adroitement des moments de déconnage et des moments d'euphorie, les laisser se développer pour mieux reprendre le travail après. Et puis, là, ça va être un peu délicat parce que vous savez bien qu'on a beaucoup parlé de la théorie du genre récemment, de façon très polémique, un peu partout. Bon, le genre, de mon point de vue et du point de vue des psychologues, bien sûr, ça existe. Le genre, c'est son identité sexuée, c'est une construction sociale, c'est-à-dire ce qu'on ressent des attributs de son sexe, ce qu'on ressent des attributs de son sexe, qui n'est pas forcément en coïncidence, bien sûr, avec le sexe anatomique. Alors là, on va faire l'hypothèse que c'est en coïncidence avec le sexe anatomique, et notamment les garçons, et un peu plus les filles encore, aiment bien que l'entraîneur il ait une perception genrée des différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne mélange pas les filles et les garçons. Attendons, il y a peut-être des groupes mixtes d'entraînement, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on s'adresse à la personne, on reconnaît sa masculinité ou on reconnaît sa féminité. Notamment dans des interviews, les filles se sentent pas bien contentes quand elles ont l'impression que l'entraîneur les compare aux hommes, lorsque l'entraîneur les indique comme pas aussi intéressantes ou pas aussi fortes que les garçons, et quand l'entraîneur ne reconnaît pas leur féminité. La féminité des jeunes, des adolescents, doit être reconnue par l'entraîneur. Alors pourquoi les entraîneurs ne reconnaissent pas cette féminité? C'est souvent par pudeur, par éthique, notamment quand ce sont des entraîneurs masculins. Mais pourtant, la reconnaissance de cette féminité fait partie des attentes des athlètes femmes. Et je vais y revenir avec le dernier volet. Évoquer quelques particularités, c'est difficile encore une fois, c'est délicat aussi, évoquer quelques particularités des athlètes femmes, notamment entraînées par des hommes, ce qui est le schéma encore dominant chez nous, bien sûr. Alors, on sait que les filles se donnent des buts de maîtrise plutôt que des buts de comparaison sociale. Ça veut dire que les filles, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mettent moins en avant l'ego, la comparaison, la concurrence, et mettent plus en avant l'effort, le travail attentif. L'effort et le travail attentif sont des valeurs. Bien sûr, on dit les choses en général, on oublie les différences individuelles, là, forcément, mais
il y a quand même des travaux qui l'établissent bien. C'est vrai à l'école, c'est vrai aussi en sport. Les filles valorisent l'effort, le travail attentif, c'est une valeur. C'est quelque chose qu'elles essaient de bien faire. Est-ce que les garçons valorisent l'effort et le travail attentif? Pour marquer la différence, non, beaucoup moins. Les garçons valorisent le talent, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire un garçon va dire, j'exagère un peu, je suis content, j'ai gagné, je ne m'étais pas bien préparé. Ce qui veut dire que je suis talentueux. Alors qu'une fille va dire, je suis contente, j'ai bien préparé, j'ai réussi, c'est normal, parce que j'ai travaillé. Prenez ça comme une tendance, évidemment, pas comme une loi. Il peut y avoir des différences individuelles. Les filles, il y a quelques travaux aussi qui montrent qu'elles sont plus soumises aux normes, aux directives, aux stratégies proposées par l'entraîneur, prodiguées par l'entraîneur. Ces travaux-là sont plutôt sur les sports collectifs d'ailleurs que sur les sports individuels. La transgression, l'indiscipline, c'est plus rare chez les filles que chez les garçons. Mais on verra pourquoi dans 2 minutes. En tout cas, il y a probablement moins de tentatives de transgression, d'indiscipline ou d'effraction de la part des filles que de la part des garçons. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est l'occasion de réfléchir, puis peut-être d'en débattre ensuite. Les filles sollicitent plus d'explications, de précisions avant d'appliquer avec soin. Elles ont envie d'appliquer avec soin, mais elles veulent savoir pourquoi. Donc elles vont avoir des démarches souvent vers l'entraîneur pour demander les raisons des consignes, les raisons des conseils, les raisons de la procédure, les raisons de l'exercice. Et ça c'est intéressant parce que c'est un moment d'échange, alors que les garçons vont plus se précipiter dans l'action pour se valoriser, les filles vont avoir besoin d'explications et de justifications, mais on va voir quels sont les déterminants de cette démarche. Notamment, un des déterminants, c'est qu'elles sont très sensibles, un peu plus sensibles à l'attention individualisée de l'entraîneur et aux échanges extrasportifs, on l'a dit tout à l'heure, qui reconnaissent leur féminité. Donc, demander des précisions sur le travail à faire, c'est en même temps relancer une relation individuelle, une relation privilégiée. Certains entraîneurs s'en plaignent d'ailleurs, parce qu'ils ont l'impression que quand l'athlète femme vient, elle va essayer un peu de se mettre en position privilégiée et faire un tout petit peu de chantage. Là, on parle aussi plus des sports collectifs où il y a des sélections derrière. Mais ce besoin d'explication, d'attention individualisée, il est important. Et voilà, peut-être une des raisons pour lesquelles les filles sont plus dans cette démarche, c'est malheureusement, parce que c'est encore trop souvent le cas, ça peut changer socialement progressivement, parce qu'il y a besoin du soutien, d'une estime de soi qui est souvent fragile ou insuffisante. Donc en fait, il y a une logique, il y aurait une logique circulaire dans cette attitude de je veux des explications, je me rapproche de mon entraîneur, je veux qu'il soit attentif à moi-même, mais tout ça c'est parce qu'au fond de moi-même je n'ai pas confiance en moi. J'ai eu l'occasion dans cette région de discuter avec Pierre Vincent qui était l'entraîneur de Bourges, les fameuses filles de Bourges, et puis de l'équipe de France féminine de basket. Et Pierre Vincent, qui a une grande expérience de l'entraînement féminin en sport collectif, constatait vraiment cette faiblesse de l'estime de soi chez les filles, pourtant des filles brillantes, vous le savez bien. Et il disait, mais finalement, si elles sont attentives, si elles travaillent bien, si elles ne transgressent pas, c'est pas parce qu'elles sont meilleures ou plus disciplinées, c'est parce qu'elles manquent de confiance en elles, et ce manque de confiance ne leur permet pas donc de s'affranchir et voilà. Et voilà, je finis avec cette dernière ligne. Bien sûr, je ne veux pas vous faire la morale ou je ne sais quoi, mais la tendance générale, ça serait d'accentuer un mode de leadership très personnalisé, donc l'entraîneur, le leadership très personnalisé avec les adolescents, positif, bien sûr, plus démocratique, assez démocratique. Et j'ai trouvé cette jolie différenciation dans un texte. L'entraîneur peut être
très compétent en méthode de l'entraînement, peut très bien gérer la planification, il peut être fonctionnel dans l'entraînement, hyper compétent. Ce que l'adolescent attend de lui, c'est qu'il soit investi dans une relation. C'est-à-dire que véritablement la dimension psychosociale soit articulée et pleinement associée à la dimension de travail. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est bon ? Oui, oui, ouais. D'accord. Merci à Marc pour cet apport qui n'est pas souvent abordé dans les colloques, apport psychologique. Si vous avez quelques questions, là on a 5 minutes tout de suite. Marc sera là à la table ronde ce soir, avant le repas, à 18h. Mais s'il y a déjà une ou deux questions, n'hésitez pas. Allez, on est là pour ça. Les étudiants. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est plus difficile d'entraîner les filles que les garçons? Pas de tous les points de vue. Je manque de billes en athlée. Pardonnez-moi, c'est pas les terrains que j'ai le plus fréquenté. Le terrain que j'ai le plus fréquenté, c'est les sports co. Oui, pas complètement, Jean-Claude, parce que tu vois ce côté. Le travail comme l'effort comme une valeur, une très grande attention aux consignes, aux stratégies préconisées par l'entraîneur. Les entraîneurs de sport co, par exemple, se félicitent de ça. Il y a des choses plus faciles. Après, ce qui est plus facile, c'est de gérer de façon, bien sûr, éthique, équitable et tout ce qu'on veut, l'individualisation de la relation. Parce que là, oui, là, il y a des risques. Il y a des risques de créer des disparités, de faire de créer des frustrations à droite quand on est un peu plus généreux à gauche. Bien sûr, chez l'adolescent, il y a toujours chez tous les sportifs d'ailleurs cette cet alibi dans la tête du favoritisme. Il m'aime moins que l'autre, il croit moins que l'autre. Donc l'hypothèse du favoritisme peut vite venir quand on accorde plus d'attention à l'un qu'à l'autre. Mais tout n'est pas plus difficile, t'en s'en faut. Moi j'ai une petite question par rapport à l'ouverture en fait sur la globalité en fait la prise en compte générale de l'athlète. Alors souvent on peut nous reprocher en fait d'en faire trop. Alors quelle va être s'il y a un seuil en fait la limite d'intervention en fait de l'entraîneur sur ces différents aspects qui est la vie en fait de l'athlète en général. Ouais. C'est un truc dont je discute souvent avec les entraîneurs de foot à Clairefontaine parce que je vais les voir depuis une éternité. C'est pas très facile ce que tu dis. Moi je vais dire les choses comme ça. En tant qu'entraîneur, vous avez une tutelle sur le sportif. Vous avez une tutelle sur le sportif. Elle vous est déléguée par les parents, mais peu importe, vous avez une tutelle sur le sportif. C'est-à-dire que vous pouvez exercer une autorité sur le comportement du sportif. Dans l'enceinte sportive, dans ce que vous demandez, dans le fonctionnement, nanana, vous avez une tutelle là. Vous n'avez pas de tutelle sur la vie privée. Ce qui est attendu de l'adolescent, c'est que vous ayez de l'intérêt pour sa vie privée, son chemin personnel, de l'intérêt, de l'empathie, de l'intérêt. Ça veut dire comment ça se passe pour lui au plan des études, mais là vous êtes plus sur une position de disponibilité que sur une position d'intervention. Je ferai la différence comme ça, mais c'est pas très facile. Les entraîneurs de foot, juste pour vous dire, sont souvent beaucoup plus intrusifs sans doute que vous. Ça veut dire qu'ils essaient de tout contrôler, y compris, et même plus au haut niveau d'ailleurs, ils essaient de tout contrôler, y compris la vie privée, ce qui peut devenir délicat. Alors, du coup, on a parlé beaucoup de l'athlète femme entraînée par un homme. Et moi, je suis une femme qui entraîne des hommes, donc dans le sens inverse. Et moi, je fonctionne d'un côté avec des groupes de filles, d'un autre avec des groupes de garçons, donc ils ne sont pas mélangés.
Et j'aimerais avoir justement quelques billes par rapport aux spécificités qu'on a pu avoir là, mais dans l'autre sens. Et ce que je ressens beaucoup chez les garçons, c'est le besoin par rapport à moi, de me tester, de voir si vraiment je suis à ma place en tant qu'entraîneur et quelles sont mes compétences à être là en tant que jeune femme. Et ils ont besoin vraiment de voir la supériorité entre guillemets de l'entraîneur, et ils me testent beaucoup sur ça. Alors, c'était une des spécificités des garçons entraînés par les filles. Écoutez, votre point de vue est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si fréquent le cas de figure que vous évoquez. Moi, je voudrais vous dire que j'ai jamais lu une ligne, j'ai un peu lu dans ma carrière, j'ai jamais lu une ligne sérieuse sur les filles entraînées par des filles. C'est vraiment le point aveugle, il y a personne qui a réfléchi là-dessus, alors que quand même ça existe dans certains sports où il y a une représentation féminine importante. Donc j'ai rien de sérieux à dire là-dessus, sauf que je comprends ce que vous dites, à savoir que les athlètes garçons, finalement, testent votre compétence parce que vous êtes une femme, alors qu'ils accepteraient cette compétence d'emblée si vous étiez un homme. C'est ça que vous disiez? Je ne suis pas surpris de ça. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que, vous comprenez bien pourquoi je dis ça, parce que le sport s'est construit quand même sur des valeurs davantage masculines qui sont encore dans l'air du temps, quoi. Hein? D'accord. Merci beaucoup à vous. Et puis,